Buenas tardes, amigos! Salut les jeunes, c'est encore moi, le pingouin. Cours 16, diagramme potentiel pH et potentiel PL. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8h. Oui, oui, oui. Alors, commençons par un petit exemple. On reprend une équation d'oxydoréduction comme on a vu dans le chapitre précédent avec le couple Fe2 plus Fe. On a une demi-équation d'oxydoréduction ici. Et on écrit donc le potentiel d'oxydoréduction avec la relation de Nernst qui vaut donc le potentiel standard d'oxydoréduction plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, à savoir 2, logarithme de la concentration en ion Fe2+. Ici, l'expression du potentiel ne dépend uniquement de la concentration en ion Fe2+. Par contre, si maintenant on considère le couple manganèse MnO4- Mn2+, on a ici la demi-équation d'oxydoréduction, et donc dans l'écriture du potentiel avec la relation de Nernst, on a toujours le potentiel standard du couple associé, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, à savoir SI5, le logarithme donc de la concentration en MnO4-, la concentration H+, à puissance 8 et la concentration en Mn2+. Et alors là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est ça, en rouge. On a un potentiel, ici, E, qui dépend de la concentration en H+, et donc indirectement du pH, puisqu'on connaît la définition du pH. On a donc un lien entre le potentiel de la solution et le pH de la solution. Et donc, c'est ce lien que l'on va tâcher d'exprimer et d'utiliser à travers ce cours. Alors ici, on a un petit texte qui vous résume donc que chaque élément de la classification périodique peut exister sous plusieurs degrés ou nombre d'oxydation. Ces différents degrés ou nombre d'oxydation peuvent se présenter sous différentes formes au sein de différentes molécules ou d'entités chimiques en fonction du pH. Vous pouvez avoir à la fois donc une espèce toute seule comme le fer, l'ion Fe2+, l'ion Fe3+, ou alors vous pouvez avoir des espèces où le degré d'oxydation varie au sein de composés, comme le manganèse Mn2+, le manganèse est tout seul, mais le manganèse dans MnO4-, il est aussi avec des atomes d'oxygène. On a déjà bien étudié l'acidobasicité avec le pH, c'était un chapitre il y a quelques temps maintenant, mais normalement c'est maîtrisé. L'oxydoréduction avec le potentiel, donc le chapitre précédent, normalement c'est maîtrisé également. Là on regarde l'influence de l'un sur l'autre. Et donc on trace des diagrammes qui expriment le potentiel E en fonction du pH, d'où le nom diagramme E-pH, diagramme potentiel pH. Cherchera donc à calculer le potentiel de Nernst à l'aide de la relation de Nernst en fonction du pH. On se rappellera quelque chose d'important, les potentiels standards d'oxydoréduction E0 sont définis à pH égale 0. Les diagrammes potentiel pH vont être des diagrammes de prédominance, ou d'existence bien sûr si on travaille avec des solides, mais en deux dimensions. On ne va plus faire des axes comme on a vu, un axe en pH vers la droite, un axe en P de ligand vers la droite, ou un axe qui est gradué en potentiel vers le haut dans le chapitre oxydoréduction. Ici, on va faire donc deux axes, un diagramme en deux dimensions. Chaque zone de l'espace sera une zone où l'espèce en question prédomine, ou existe si on est avec un solide, mais où cette zone sera stable. Vous avez compris le principe d'un diagramme de prédominance en ligne, donc horizontalement lorsqu'on a travaillé avec le pH ou avec les ligands, verticalement lorsque l'on a travaillé avec l'oxydoréduction. Et là, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un axe, une dimension, on va travailler en deux dimensions. On appelle également les diagrammes potentiel pH les diagrammes de Pourbet, du nom du scientifique belge qui a développé ces diagrammes. Donc si vous trouvez diagramme de Pourbet dans un sujet, faut pas s'étonner, c'est exactement la même chose que diagramme potentiel pH. The menu, please. Première partie, principe de construction d'un diagramme potentiel pH. La présentation générale. Donc lorsque le potentiel est élevé, on va trouver les formes oxydées, et lorsque le potentiel va être bas, on va trouver plutôt les formes réduites. Ça, on le sait. On se souvient des diagrammes que l'on avait fait vers le haut, en fonction du potentiel. De même, lorsque le pH va être grand, on va trouver les formes basiques, et lorsqu'il va être petit, on va trouver les formes acides. On se souvient également les diagrammes qu'on met l'axe du pH vers la droite, et donc on va avoir plutôt les bases à droite, plutôt les acides à gauche. Et donc on va pouvoir avoir une idée de la position relative des entités chimiques dans le diagramme. Les formes oxydées seront en haut, les formes réduites seront en bas, les formes basiques seront à droite, les formes acides seront à gauche. Notion de frontière. Il y a des contrôles aux frontières? Parce que je crois que j'ai pas pris mes papiers, moi. Les papiers de pingouin. La frontière horizontale. Alors, il y a des espèces où le nombre d'oxydation pour lesquelles le pH n'a aucune influence sur le degré d'oxydation. Si on prend par exemple le couple Fe3+, Fe2+,
Tout à l'heure, en introduction, on a vu Fe2 plus Fe, c'est la même chose. Fe3 plus un électron dans Fe2 plus. Si vous regardez le potentiel de Nernst, aucune dépendance en pH. La concentration H3O+, n'intervient pas dans cette relation. Donc, ça va être un diagramme simple. On met un axe de potentiel vers le haut. En dessous, on a la forme réduite. Au-dessus, on a la forme oxydée. Frontière verticale maintenant. Au contraire, lorsque le taux d'oxydation est le même dans les deux molécules qui sont des formes acido-basiques du même composé, la frontière va être verticale. Si on prend par exemple Fe3+, et FeOH 3 fois, le degré d'oxydation du fer ici est plus 3, le degré d'oxydation du fer ici est également plus 3. Il est à côté de 3 ions hydroxyde HO-. L'équation qui relie les deux, c'est celle-ci. En fait, c'est une équation de dissolution de précipité. La constante K0, c'est la constante Ks, qui vaut ceci, et que l'on exprime ici avec Ke et la concentration en H+. En isolant donc la concentration en H+, et donc en passant au logarithme, on obtient que le pH va être le pKe plus 1/3, donc le P fois la concentration moins le pKs. Et ici, donc le pH ne dépend nullement du potentiel standard d'oxydoréduction grand E. On a juste un certain pH, une frontière, qui fait la limite entre le précipité existe ou le précipité n'existe pas. Ici donc un axe de pH, on se souvient du chapitre sur les précipités. Ici on va avoir une certaine limite. En dessous, le précipité n'existe pas. Au-dessus, le précipité existe. Et enfin, les frontières obliques, c'est le cas le plus courant à traiter, même si c'est le plus compliqué. Le potentiel de Nernst dépend du pH. Donc si on reprend le couple MnO4- Mn2+, dont on a parlé en introduction, on avait donc cette expression pour le potentiel de Nernst, ici, donc avec 3 concentrations, dont celle en ion H+, dans le logarithme. Et donc en la séparant ici la concentration en ion H+, et donc en passant au pH, on a cette expression, potentiel de Nernst, qui vaut donc le potentiel standard d'oxydoréduction pour le couple MnO4- Mn2+, plus 0,06 sur 5, le logarithme de rapport des concentrations en manganèse, moins 0,096 pH. Donc si on trace une droite qui lie le potentiel E en fonction du pH, bien on va avoir une droite. L'ordonnée à l'origine sera tout ce terme-là, qui va être une constante si on définit une concentration en manganèse. Et la pente sera moins 0,096. Et donc, c'est ceci que l'on obtiendra sur ce diagramme. Alors là, on va voir toute l'importance des diagrammes de prédominance et de ce que je vous ai fait faire jusqu'à présent. Un diagramme de prédominance pour le pH ou pour le P de ligand, on les a toujours fait de manière horizontale. Et on avait mis ça comme ça, le pH ici. Hop. Par contre, lorsqu'on a tracé des diagrammes de prédominance ou d'existence en oxydoréduction, je vous ai dit, ceux-là, pour une fois, on va les mettre de manière verticale. Et donc les oxydants en bas, en haut, pardon, et les réducteurs en bas. Donc le potentiel, on le met comme ceci. Et bien là, on va garder tout ceci. Potentiel standard potentiel d'oxydoréduction E, pH. On garde donc toujours le diagramme de prédominance, donc la forme oxydant-réducteur vers le haut, le diagramme de prédominance donc pour les formes acido-basiques vers la droite, et donc ici on obtient un graphique en 2 dimensions qui lie donc E en fonction du pH. Et donc en traçant E en fonction du pH, on obtient donc une droite de pente moins 0,096. À chaque fois, lorsqu'on va vers les E les plus grands, on va avoir les formes oxydées. On va vers les E les plus petits, on va avoir les formes réduites. Si l'on se déplace vers la droite, plutôt des formes acides. Si l'on se déplace vers la gauche, plutôt des formes basiques. Là, on comprend bien pourquoi dans les chapitres précédents, je vous ai dit, l'axe en pH, on met horizontalement vers la droite. L'axe en potentiel, on le met verticalement vers le haut. Parce que lorsque l'on réunit les deux, on peut les étudier facilement en réunissant juste 2 diagrammes de prédominance. On a un diagramme en 2 dimensions, potentiel en fonction du pH. Alors, quelques conventions générales. Si on regarde attentivement les expressions précédentes, on retrouve régulièrement des concentrations dans les expressions du potentiel de Nernst. Quelle valeur choisir pour ces concentrations? Mais on va fixer une concentration de ce tracé, une concentration C0, qui sera la référence choisie à chaque fois. Donc, entre un solide et une forme ionique, la forme ionique aura la concentration C0. Entre deux formes ioniques, chaque forme aura la concentration C0. Il existe différentes conventions possibles. On va prendre la plus simple. En fonction de la convention choisie, il va y avoir des petites modifications, mais elles ne sont pas énormes. Donc on va pas se prendre la tête avec plein de conventions, on va en choisir une. Voilà ce que vous allez considérer que toutes les espèces en solution auront une certaine concentration. De même, on va fixer une pression de tracé, parce que si on a des espèces qui sont gazeuses, eh bien c'est la pression partielle, l'activité. Et donc,
on va choisir une pression partielle. Bien souvent, ce sera 1 bar. Alors, c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, ce sera 1 bar. Et si on prend le couple, par exemple, H plus H2, ici, vous avez la demi-équation d'oxydoréduction, 2H plus 2 électrons donne H2. Le potentiel de Nernst, c'est le potentiel standard d'oxydoréduction, plus 0,06 sur 2, log de la concentration en H plus au carré sur la pression en dihydrogène. Et donc, si on prend ici comme pression de tracé la pression en dihydrogène partielle à 1 bar, eh bien, on va avoir ici un log de 1, donc qui vaudra 0. Et donc, on n'a que cette expression ici. Attention, l'activité des solides et du solvant sera fixée à 1. Et je ne veux pas voir de concentration en solide. Sinon, deuxième partie, construction des diagrammes potentiels pH. C'est là qu'on rentre dans le cœur du chapitre, avec le premier diagramme potentiel pH que l'on va construire, celui de l'eau. Les couples de l'eau sont rappelés là. Ils sont pour vous à connaître, hein, sinon... Donc, le premier couple, dioxygène eau. Le deuxième, on écrit plutôt H plus H2. Ici, H plus, c'est assimilé à l'eau. Vous pouvez écrire H2O, H2 si vous préférez. Les deux sont à connaître. Maintenant, on écrit, on est parti. On va dessiner le premier diagramme potentiel pH, un grand moment dans votre vie. Quelques idées a priori. Donc, si on fait un diagramme potentiel pH, on a dit on va avoir le potentiel vers le haut, on va avoir le pH vers la droite. Ici, les espèces de plus en plus oxydées vers le haut. On a dit on met les oxydants le plus haut possible, les réducteurs le plus bas possible. 3 espèces, O2, H2O, H2. Dioxygène étant donc le plus fort des oxydants, on le met en haut. H2 étant donc le plus fort des réducteurs en bas. Et donc H2O ou H+, comme vous voulez, vous le mettez au milieu. Diagramme potentiel pH, il sera à peu près comme ça. Bon, ici, on va peut-être avoir des trucs obliques plutôt que verticales. On verra pour les droites. En tout cas, vous avez une idée a priori de ce à quoi ça devrait représenter, ce à quoi vous devriez arriver lors de la représentation du diagramme potentiel pH. Ensuite, on va se mettre à calculer donc les frontières. Ici, on a deux frontières entre O2 et H2O et entre H2O et H2. Premier calcul, pour la première frontière, on écrit la demi-équation d'oxydoréduction et on écrit le potentiel de Nernst, qui vaut donc le potentiel standard d'oxydoréduction, du couple bien sûr O2H2O, plus 0,06 sur 4, log de ici, donc on a P de O2 sur P0 et H plus à la puissance 4. E0, on le connaît, c'est 1,23 volts. Log de P de O2, on va prendre comme convention 1 bar. Donc ici, on aura log de 1, à savoir 0. Et ici, on a 0,06 log de H+, donc ça, c'est moins pH. Potentiel de Nernst, c'est égal à 1,23 moins 0,06 pH. Donc ici, on a la première frontière, cette équation de courbe. L'équation de cette droite sera 1,23 moins 0,06 pH. Deuxième frontière, celle entre donc H2O ou H+, et H2. Donc 2H+, plus 2 électrons donne H2. Le potentiel de Nernst sera égal au potentiel standard du couple, à savoir ici 0 volts, plus 0,06 sur 2 log de la concentration H+ au carré sur la pression en dihydrogène. Donc on remplace ici. On prend comme convention de tracé la pression en dihydrogène va être égale à 1 bar. Donc ce terme-là vaut 0. Le potentiel standard d'oxydoréduction vaut 0. Il reste donc juste moins 0,06 pH. Ici, on a donc deux courbes. Un point important, on équilibre toujours avec H+, lorsque l'on fait ces calculs. Même si on est en milieu basique, ce sera plus simple pour vous d'équilibrer en milieu H+, lorsqu'on fait les diagrammes potentiels pH. Alors, lorsqu'on les utilise et lorsque vous faites de l'oxydoréduction, vous faites attention au pH. Mais lors de la construction, je vous encourage à garder du H+, tout le temps. Ce sera beaucoup plus simple pour le tracer. On a donc deux frontières ici et on a les deux équations, les deux courbes. On va pouvoir tracer donc le diagramme potentiel pH. Donc on fait un axe vertical, l'axe des ordonnées qui sera le potentiel, un axe horizontal, l'axe des abscisses qui sera le pH. Et donc on a deux courbes à tracer, et bien on les trace. La première qui sépare dioxygène et eau, elle est ici. C'est 1,23, donc l'ordonnée à l'origine, et la pente 0,0 moins 0,06. Et la deuxième courbe, donc, qui va être la frontière entre H+ et H2, donc ici, qui part de 0 avec une pente moins 0,06. Voilà le diagramme potentiel pH. On a donc un diagramme de prédominance ici pour l'eau. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on est ici, donc si vous prenez un certain potentiel et un certain pH et qu'on se retrouve dans cette zone, l'espèce majoritaire sera le dioxygène. Si par contre on se place ici, l'espèce majoritaire sera l'eau. Si par contre on se place ici, l'espèce majoritaire sera le dihydrogène.
Donc pensez bien, c'est un diagramme de prédominance, mais au lieu d'avoir, par exemple, vous savez ici, normalement si on prend juste les espèces avec le pH, on va avoir ici une zone de prédominance, ici une zone de prédominance, ici une zone de prédominance, mais on le trace à un potentiel standard 0 volts. Si ici on regarde là, ben c'est exactement ce qu'on a vu en oxydoréduction. En dessous de 0 volts, on a H2. Entre 0 et 1,23, on a H2O. Et au-dessus de 1,23 volts, on a dioxygène. Mais ça, c'est uniquement à pH égale 0. Si on vous donne certaines valeurs de potentiel et de pH, il faut prendre en compte les deux pour savoir quelle espèce va être majoritaire par rapport à une autre. Deuxième cas, le cas le plus classique, le diagramme potentiel pH du fer. Les espèces considérées sont les suivantes. Le fer solide, les ions Fe2+, et Fe3+, en solution aqueuse, et les précipités d'hydroxyde de fer 2 et trihydroxyde de fer 3. On donne les données thermodynamiques ici, donc deux potentiels standards d'oxydoréduction associés à deux couples, Fe, Fe2+, et Fe2+, Fe3+, et les pKs de ces deux solides ici, FeOH2 et FeOH3. La convention de tracé qu'on va prendre, ce sera 0,0,1 mol par litre. Donc toutes les espèces dissoutes en solution, on partira du principe que ça vaut 0,1 mol par litre. Maintenant, on va essayer donc de représenter ce diagramme potentiel pH. C'est maintenant que vous allez commencer à me détester si ce n'était pas déjà le cas. Alors une idée a priori, on regarde les différentes espèces et on calcule d'abord les degrés d'oxydation du fer dans ces différentes espèces. Donc le fer métallique, le degré d'oxydation c'est 0. Assez simple, normalement vous ne devez pas avoir de problème là-dessus. Fe2+, degré d'oxydation plus 2, Fe3+, degré d'oxydation plus 3. Ça ne doit pas poser de problème. Après ici, le degré d'oxydation du fer dans FeOH2, ici on a deux ions hydroxyde HO-, donc c'est qu'on a du Fe2+, donc c'est 1 degré d'oxydation plus 2. Et ici, c'est le même principe, 3 ions hydroxyde HO-, donc ici, en fait, le fer est au degré d'oxydation plus 3. 3 degrés d'oxydation sont donc représentés ici, le degré d'oxydation 0, le degré d'oxydation 2 et le degré d'oxydation 3. Donc, on peut avoir une idée, a priori, de comment sera le diagramme potentiel pH. On met toujours l'axe vers le haut pour le potentiel, on va monter en degré d'oxydation, on a des formes de plus en plus oxydées vers le haut, et ici on va mettre donc plutôt les bases à droite, plutôt les acides à gauche. Donc qu'est-ce que ça donne? Degré d'oxydation le plus petit c'est 0, donc on a le fer. On monte d'un degré d'oxydation, lequel on va retrouver ce degré d'oxydation plus 2, donc les espèces de fer au degré d'oxydation plus 2. Et encore au-dessus, on va avoir les fers au degré d'oxydation plus 3. Maintenant, qui on met à gauche, qui on met à droite, ben, pensez bien, plus ce sera acide, plus on va se mettre à gauche, plus ce sera basique, plus on va se mettre à droite. Si on arrive à faire FeOH2, on a deux ions hydroxyde HO-, HO- qui est une base, on va donc plutôt se retrouver à droite. Ici, pareil, on a 3 ions HO-, donc encore une base, donc cette espèce est plus basique que Fe3+. Donc si le fer se fait oxyder en milieu acide, on va avoir Fe2+ ou Fe3+, mais si le fer se fait oxyder en milieu basique, on va avoir plutôt FeOH2 et FeOH3. Voilà a priori le diagramme potentiel pH. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire très rapidement, très facilement. Dès qu'on vous demande de construire un diagramme potentiel pH, vous n'avez qu'un réflexe, c'est on calcule les degrés d'oxydation et on fait ça. Maintenant, il y a toute la difficulté. Vous voyez, ici, on a une première pente, une première courbe droite que l'on va devoir déterminer. Ici, on a une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Après, on arrive, on a au moins 6 équations à trouver pour pouvoir tracer correctement et proprement le diagramme potentiel pH. Donc, ça va être assez long, assez calculatoire. Donc, après, s'il y a des petites erreurs de calcul, que vous avez fait des petites erreurs, qu'il y a des petites difficultés, ce sera, on va dire, moins dramatique, bien qu'il faille savoir le tracer rapidement. Mais ça, vous ne devez pas vous tromper. On calcule les degrés d'oxydation, on classe l'espèce par degré d'oxydation croissant, et après, quand on a le même degré d'oxydation, on va mettre les espèces plutôt basiques à droite, les espèces plutôt acides à gauche. Maintenant, on a bien dit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 frontières. On va commencer donc par le calcul avec la première frontière entre Fe2+ et FeOH2. Donc, la première frontière ici entre Fe2+ et FeOH2, on écrit l'équation FeOH2 et Fe2+. On se rend compte que c'est une équation de dissolution, tout simplement. Le K0, c'est le Ks, donc je l'ai appelé 2 parce que ici c'est le fer au degré d'oxydation 2. Donc ça vaut Fe2+ fois la concentration en ion HO- au carré. Pour tracer les diagrammes potentiels pH, je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus facile d'exprimer en ion H+, et de raisonner avec H+. Donc ici, on va avoir H+, qui va valoir Ke fois la racine de la concentration en ion Fe2+ sur Ks2. Et donc le pH sera pKe plus 1,5 de PC0 moins pKs2.
Voilà, ici la concentration en ion Fe2+, on ne la connaît pas. Ah si, convention de tracé, on a dit, on prendra toutes les concentrations à 0,1 mol par litre. Donc P de C0, ce sera moins log de 0,1, savoir 1. Le pKs ici, il est donné dans l'énoncé, c'est 15. Voilà, donc on calcule directement. Ici, on sait que la frontière, c'est 7. On se retrouve sur une frontière ici qui va être verticale. Et c'est normal, on a le même degré d'oxydation à gauche et à droite. Le potentiel ne va pas influer. On a donc une courbe d'équation pH égale 7. Ce sera une partie verticale. Deuxième frontière, ici la frontière qui délimite Fe3+, et FeOH3. Donc on est parti, on va étudier cette frontière. Donc là, on étudie cette partie, cette limite entre ces deux espèces. FeOH3 qui donc donne Fe3+, plus 3Ho-, hein, c'est l'équilibre entre les deux espèces de part et d'autre de cette frontière. On se rend compte rapidement que le K0 c'est KS3. Donc la concentration en ion Fe3+, fois la concentration en ion HO- au cube. On exprime en fonction de H+, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir KS2, on va avoir KS3 et une racine cubique ici. Voilà, avec la racine cubique, ça va mieux. Et donc le pH, vous faites un petit calcul, encore une fois, la concentration en ion Fe3+, c'est la convention de tracé, c'est 0 égale 0,1 mol par litre, le KS3 est donné par l'énoncé, on trouve 1,7. Donc la frontière ici, on sait que ce sera à 1,7. Voilà, on a donc deux frontières ici, verticales, qui séparent ces deux espèces. Encore une fois, hein, ici on a le même degré d'oxydation à gauche et à droite, donc ici le potentiel n'influe pas du tout sur quelle forme on va trouver, c'est uniquement le pH qui va influer. Ça, vous devez savoir le faire, hein, d'après le chapitre sur les précipités, c'est exactement la même chose. On continue, la frontière numéro 3, cette fois-ci, celle-ci. Donc là, celle qui va séparer le fer métallique, au degré d'oxydation 0, et l'ion Fe2+, ici. Donc entre Fe et Fe2+, on écrit l'équation qui est ici, Fe2+, plus 2 électrons donne Fe, et on va voir le potentiel, qui est le potentiel standard d'oxydoréduction. Ça tombe bien, il est donné ici, moins 0,44 volts. Plus 0,06 sur 2 log de la concentration en ion Fe2+, et vous faites un petit calcul, on a moins 0,47 volts. Alors ici, on a quelque chose de parfaitement horizontal. Deux espèces, H+, n'intervient pas du tout, donc le pH n'aura aucune influence. Est-ce qu'on va trouver du Fe ou du Fe2+, le pH n'a aucune influence, c'est uniquement le potentiel qui va vous dire, bon, bah, si on est au-dessus du E0, on va avoir Fe2+, si on est en dessous du E0, on va avoir Fe. On a donc une troisième frontière ici, horizontale, la frontière numéro 3. Frontière numéro 4, donc celle-ci, frontière entre le fer métallique et FeOH2. Bon, on écrit l'équation entre le fer métallique et FeOH2, qui est celle-ci. Le potentiel avec la relation Nernst s'exprime comme étant le potentiel standard d'oxydoréduction du couple FeOH2-Fe, potentiel standard que l'on ne connaît pas, mais qu'importe, plus 0,06 sur 2 log de la concentration H+ au carré, et donc on obtient cette équation, donc un potentiel standard d'oxydoréduction que l'on ne connaît pas, moins 0,06 pH. C'est pas grave si on le connaît pas, on verra tout à l'heure pourquoi. En tout cas, on a la pente, et c'est ça qui est très important à avoir, c'est cette pente lors du diagramme. Donc, on avait déjà deux droites qui étaient verticales, une droite horizontale. Celle-ci, elle va avoir une certaine pente de moins 0,06. On a fait la portion numéro 4, on attaque la portion numéro 5 entre Fe2+, et Fe3+. On écrit donc l'équation entre Fe2+, et Fe3+. On applique la relation Nernst. Et on retrouve ici 0,77 volts. Hein. Ici, on a bien Fe3+, et Fe2+. Leur concentration, c'est la convention de tracé 0,1. Donc 0,1 sur 0,1, ce terme-là vaut 0. Et on retrouve 0,77 volts. Encore une fois, ici, il n'y a pas de H+, qui intervient. A priori, aucune influence du pH. Est-ce qu'on va trouver Fe3+, ou Fe2+? Le pH ne nous dit rien. Dernière portion de courbe à étudier, la portion numéro 6. FeOH3 plus un électron donne plus H plus donne FeOH2 plus H2O. Le potentiel avec la relation de Nernst vaudra le potentiel standard d'oxydoréduction de ce couple, FeOH3 FeOH2, un couple ox-red. C'est pas connu, c'est pas donné dans l'énoncé, mais qu'importe, on n'en a pas besoin. Plus 0,06 log de H+, et donc ici on va retrouver encore une pente de moins 0,06 pH. C'est inconnu et c'est pas important. On n'aura pas l'ordonnée à l'origine si on trace E en fonction du pH, mais on a la pente et ça, ce sera déjà très bien. C'est de la bouillie tout ça. Alors il y a une dernière portion, la portion numéro 7 qui n'est pas écrite ici. Pourquoi? Eh bien, si on raisonne
sur ce diagramme. Là, a priori, 1 et 2 sont l'un au-dessus de l'autre. Mais c'est pas le cas. La frontière numéro 1, on a dit, elle est à 7 et la frontière numéro 2, elle est à 1,7. Donc en réalité, ces deux espèces-là ont également une portion commune. Parce que la frontière 2 va être plutôt là, la frontière 1 va être plutôt là. Et donc entre les deux, on va avoir une zone commune. Ces deux espèces vont donc avoir une zone commune. Alors si vous le voyez pas, a priori, c'est pas dramatique. On s'en passe. Mais si vous le voyez, tant mieux. On le calcule pour avoir donc la dernière équation. Le potentiel avec les relations de Nernst, ça vaut le potentiel standard d'oxydoréduction plus donc 0,06 sur 1 log de ceci. Fe2+, sa concentration, c'est 0,1, donc c'est la convention de tracé. Par contre, là, on a donc moins 0,18 pH qui intervient, et là, on obtient la dernière équation pour le diagramme potentiel pH. Construction donc du diagramme potentiel pH du fer. Alors ici, j'ai juste repris les résultats précédents, à savoir ici le diagramme potentiel pH simplifié, on a classé par degré d'oxydation croissant et ici par forme acido-basique. On avait donc 6 frontières ici, en réalité une 7e, donc je les ai juste reprises ici. Maintenant, on va voir comment est construit le diagramme potentiel pH à partir de ça. On va pas les faire dans l'ordre, on va faire d'un point de vue le plus pratique. Donc voilà le diagramme potentiel pH du fer. Donc ce qu'il se passe, on va commencer donc par regarder ici la courbe numéro 5 qui va croiser la courbe numéro 2. La courbe numéro 5, on a donc 0,77 volts, c'est une courbe, c'est une droite, donc horizontale. Et pourquoi horizontale? Elle ne dépend pas du pH, donc peu importe la valeur du pH, le potentiel sera le même de 0,77 volts. Donc ça, c'est la portion 5, ici, qui va être à 0,77 volts. Donc on part d'ici, on va avoir du 0,77 volts. Et ce 0,77 volts, ça va jusqu'où? Jusqu'au moment où on rencontre la portion 2. Ici, on a une intersection entre la portion 5 et la portion 2. Donc on regarde l'intersection entre la portion 5 et la portion 2. La portion 2, on avait vu pH à 1,7. pH à 1,7, donc à 1,7, on va avoir une droite qui cette fois-ci est verticale. Pourquoi? Parce que le potentiel n'influe pas sur le pH. Et donc à 1,7, ici on a une droite donc verticale. Et donc on a déjà représenté deux parties ici, 0,77 volts et pH égale 1,7. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on y va doucement? La portion 5 sépare les ions Fe2+, et les ions Fe3+. La portion 5, on a dit à 0,77 volts. Donc là, on est comme sur un axe d'oxydoréduction, chapitre précédent. Il n'y a pas de pH qui influe. En dessous, on a les formes les plus réduites. Au-dessus, les formes les plus oxydées. Le potentiel standard est de 0,77 volts. Au-dessus, on a Fe3+. En dessous, on a Fe2+. Maintenant, si on prend donc cette portion 2, Fe3+, FeOH3, donc on est ici. À gauche, on va avoir la forme plutôt acide FeOH3+, et à droite, la forme plutôt basique FeOH3. Ici, on est comme dans le cours sur les précipités, à savoir quel est le pH de précipitation de FeOH3. Et donc, si vous faites un calcul, vous trouvez 1,7. Donc là, c'est la frontière entre Fe3+, et FeOH3. On est dans la zone de prédominance de Fe3+, on est dans la zone d'existence de FeOH3. Ici, on est dans la zone donc de prédominance de Fe3+, ici, la zone de prédominance de Fe2+. On peut continuer maintenant, si on regarde ici, on va avoir une intersection entre la courbe numéro 3 et la courbe numéro 1. Et donc on va regarder la courbe numéro 3, elle sépare le fer de l'ion Fe2+, la courbe numéro 3, et donc le pH n'a encore une fois pas d'influence, on a juste la valeur du potentiel de moins 0,47 volts. Donc ici on va avoir moins 0,47 volts, une droite que l'on va tracer. On la trace jusqu'où? Jusqu'au moment où ça rencontre la frontière numéro 1, la frontière numéro 1, pH égale 7. Là, c'est exactement le même principe. Frontière numéro 1 sépare Fe2+ de FeOH2. Dans le cours sur les précipités, ici, je vous avais dit, on met des ions Fe2+ en solution. À quel pH est-ce que le précipité FeOH2 apparaît? Vous savez calculer, utiliser la constante Ks. C'est ce qu'on en avait fait. On avait trouvé donc 7. Donc, on sait qu'à partir de 7, on a une droite ici qui va être verticale. Et donc là, on a la séparation entre le fer métallique et les ions Fe2+, une droite donc horizontale, zone de prédominance de Fe2+, zone d'existence du fer solide. Et ici, donc séparation, à gauche on a la forme acide, à droite on a la forme basique, Fe2+, FeOH2. Très bien. On continue. Alors ici on voit la courbe numéro 1 et la droite numéro 3 qui donc ont une intersection commune avec la partie numéro 4 ici. Donc on regarde
l'équation de la courbe numéro 4, la droite numéro 4, qui est un potentiel standard inconnu, moins 0,06 pH. Et alors, ce potentiel standard est inconnu, mais je dis que ça ne changeait rien. Pourquoi? On sait d'où ça part. C'est une intersection entre la droite 1, la droite 3, et donc la droite 4 part de ce point-là, le point qui est en noir. Et donc on va partir d'ici, et on connaît la pente de moins 0,06 pH. Donc à partir d'ici, on trace une droite de pente moins 0,06 pH. Peu importe où va être le potentiel standard, l'ordonnée à l'origine de cette courbe, ce E0 là, on n'en a pas besoin pour tracer le diagramme. On sait juste que la pente va être moins 0,06 pH. Et donc la droite 4 sépare les domaines de FE et de FeOH2. Donc ici, on a séparé les domaines de FE et de FeOH2. Impeccable. On continue. Entre FeOH2 et FeOH3, on a cette fois-ci la portion numéro 6. La portion numéro 6 qui est encore un potentiel standard inconnu, moins 0,06 pH. Et donc ici, on va encore avoir moins 0,06 pH qui va être tracé. Et enfin, donc, ce que l'on a dit tout à l'heure, la dernière portion que sur ce diagramme-là, fait très rapidement, on peut pas s'en rendre compte, mais ici, on peut très bien s'en rendre compte que Fe2+, et FeOH3 ont une frontière que l'on avait donc calculée ici. Donc là, j'ai pas la valeur définitive. Encore une fois, le E0, on ne le connaît pas et qu'importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pente, moins 0,18 pH. Pourquoi? Parce que cette portion-là va forcément commencer à l'intersection entre Fe3+, entre la courbe 2 et la courbe 5, à savoir entre donc les domaines qui délimitent Fe3+, FeOH3 et Fe3+, et Fe2+. Et donc, à partir d'ici, on trace une droite de pente moins 0,18 pH. Et donc, intersection, on a le diagramme qui est complet ici. Donc là, on a le diagramme réel du fer, diagramme potentiel pH du fer. Ici, on l'avait très rapidement. C'est à peu près la même chose si vous regardez. Hein. On monte, on a des degrés d'oxydation de plus en plus grands. Forme acide Fe, Fe2+, Fe3+. Ici, Fe, Fe2+, Fe3+. Forme basique, ici Fe, FeOH2, FeOH3. Forme basique, ici Fe, FeOH2, FeOH3. Donc là, on est dans la zone d'existence du fer. C'est-à-dire que pour un potentiel et un pH donné, si on est par ici, le fer va être stable. C'est lui qui existe, c'est la forme majoritaire du fer, le fer métallique. Ici, on va voir donc le domaine de prédominance de l'ion Fe2+, et ici le domaine de prédominance de l'ion Fe3+, c'est-à-dire qu'en solution, si on se place à un certain potentiel et à un certain pH qui fait qu'on est dans cette zone, c'est cette espèce qui sera majoritaire sur toutes les autres. Les solides n'existeront même pas et elle sera majoritaire par rapport à l'autre espèce en solution aqueuse. Donc cette espèce sera vraiment majoritaire, d'où le terme de diagramme de prédominance, va prédominer. Cette espèce sera stable, pas les autres. Donc si on introduit des ions Fe3+ en maintenant tel potentiel et tel pH, les ions Fe3+ vont se transformer en ions Fe2+. Si on introduit FeOH3, ici par exemple, tel pH et tel potentiel, alors FeOH3 va se transformer en Fe2+. Pareil, ici, l'espèce prédominante, si on est dans cette zone, sera Fe3+. C'est cette espèce qui est stable, et si on en met une autre, elle va se transformer forcément en Fe3+. Dans toute cette partie, c'est donc la zone d'existence de FeOH3. Donc si vous mettez une autre espèce, peu importe laquelle, Fe, FeOH2, Fe2+, peu importe, si on est ici, eh bien c'est FeOH3 l'espèce qui va se former. Donc on va former FeOH3. Et ici, donc la zone d'existence de FeOH2, donc si on est dans un potentiel, dans un pH qui fait que votre point sur le diagramme, il est ici, c'est cette espèce qui est stable et les autres ne seront pas stables. Donc si on introduisait une autre espèce, elle se transformerait automatiquement pour donner celle-ci. Voilà comment on lit donc un diagramme potentiel pH. La construction est assez compliquée, très calculatoire. Ensuite, on fait le dessin. Le diagramme potentiel pH du fer, vous allez vite le mémoriser, c'est très classique. Hein. Il y a 5 espèces, c'est pas énorme non plus. Il faut bien comprendre qu'ici, on est donc dans des zones de stabilité. Sachez que si on est par là, l'espèce majoritaire, l'espèce présente, c'est Fe, le fer métallique. Si on est là, on est dans le domaine d'existence du précipité FeOH3. Si on est là, on est dans la zone de prédominance de l'ion Fe2+. C'est exactement comme ce qu'on a fait en précipité, en acide base ici avec le pH. C'est exactement comme ce qu'on a fait en oxydoréduction ici avec le potentiel, sauf que là, on est donc en 2 dimensions. On prend à la fois l'influence du potentiel et du pH pour avoir ces différentes formes. Il y a beaucoup de E0 inconnus. On peut pas les calculer? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un coup de pelle? Oui, dis donc, monsieur Zibert, il est pas très gentil, ce petit monsieur là. Dis donc, il fait peur, hein.
Eh bien oui, c'est possible de calculer CE0. Regardez ici, dans trois expressions, dans trois équations, on avait un potentiel standard d'oxydoréduction d'un couple que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas donnés dans les données. On n'en avait que deux, mais ici il y en a trois autres. Est-ce qu'on peut les calculer? On va les calculer. Et c'est même une question que vous allez avoir très souvent, qui va revenir très souvent, que vous devez savoir faire. Voilà comment est-ce qu'on fait. Si on regarde ce point-là, intersection entre trois courbes. Donc les trois équations de ces courbes donnent le même résultat, sont égales à ce point et uniquement à ce point-là, pour un potentiel de moins 0,47 volts et un pH de 7,0. Donc ici, on avait l'équation de la courbe qu'on avait appelée numéro 3, qui était donnée par moins 0,47 volts. Ici, c'était la courbe numéro 4, dont l'équation était un potentiel standard inconnu, moins 0,06 pH. Et donc, par continuité, on peut déterminer les E0. Donc, à pH 7,0, donc à ce point-là, pH 7, on a le potentiel de Nernst numéro 3 qui est égal au potentiel de Nernst numéro 4, donc l'égalité de ce moins 0,47 et de ce E0 moins 0,06 pH. Et en remplaçant donc ce pH ici par 7,0, on obtient le potentiel standard d'oxydoréduction de FeOH2 Fe, donc un nouveau potentiel standard d'oxydoréduction que l'on ne connaissait pas, on le connaît maintenant, qui est de moins 0,05 volts. Et donc si on prend la courbe numéro 4, on a ici moins 0,05, moins 0,06 pH, ce qui indique que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 0,05. Donc si on avait continué à tracer cette courbe ici, on serait arrivé à peu près ici, vers moins 0,05 volts. Question très classique, hein. Utilisez la continuité pour calculer un nouveau potentiel standard d'oxydoréduction. Très facile à faire lorsque vous avez compris la méthode, hein. Intersection entre deux courbes, vous en connaissez une, vous calculez l'autre et vous trouvez comme ça un potentiel standard d'oxydoréduction. En le faisant ici, ici et ici, trois grosses intersections, hein, trois intersections, vous pouvez déterminer les trois potentiels standards que l'on avait précédemment mentionnés. Ah, d'accord. Non, je crois qu'il y a la capitaux. Alors maintenant, si on superpose avec le diagramme de l'eau. Donc ici, vous avez de nouveau en rouge représenté le diagramme potentiel pH du fer, hein, donc l'espèce Fe, Fe2+, Fe3+, et FeOH2 solide et FeOH3 solide. On a superposé donc en noir le diagramme potentiel pH de l'eau avec les formes dioxygène, eau et dihydrogène. Stabilité en présence de dioxygène. Encore une question extrêmement classique que vous allez donc avoir très souvent. Étudier la stabilité en présence de dioxygène. Alors, comme ça a l'air un peu barbare. En fin de compte, c'est très facile si vous avez encore une fois compris les chapitres précédents, d'où l'importance d'avoir travaillé les chapitres précédents. Diagramme de prédominance. On a vu ça depuis le cours sur acide-base. Si deux espèces ont une zone de prédominance disjointe, il va y avoir une réaction. Si par contre elles ont une zone de prédominance ou d'existence commune, on n'a pas de réaction. Et alors on va regarder ce qu'on a. Si on regarde donc le dioxygène, sa zone de prédominance, c'est partout ici, au-dessus de cette courbe. D'accord? Si on regarde donc maintenant Fe3+, sa zone de prédominance, c'est partout ici. Et donc en fait, cette zone-là, c'est une zone de prédominance commune à Fe3+, et au dioxygène. Ici, on est à la fois dans la zone de O2 et à la fois dans la zone de Fe3+. Zone de prédominance commune, les deux espèces sont stables. L'une entre l'autre, il n'y a pas de réaction entre deux espèces qui ont une zone commune. Maintenant, entre le dioxygène et FeOH3, donc encore une fois ici, on a la zone de prédominance du dioxygène. Maintenant, si on regarde le diagramme potentiel pH en rouge, la zone d'existence de FeOH3, c'est tout ça. Et donc là encore, on a une zone de prédominance commune qui est ici, zone de prédominance de dioxygène et zone d'existence de FeOH3. Il y a une zone commune, donc le dioxygène et FeOH3, si on les met ensemble, ils coexistent, il n'y a pas de réaction, parce qu'il y a une zone commune de prédominance ou d'existence, il y a une zone commune, donc pas de réaction. Maintenant, si on regarde donc d'autres zones, on va encore prendre donc ici la zone de prédominance du dioxygène. Ici, donc, on a le dioxygène qui est majoritaire. Si maintenant on regarde par exemple l'ion Fe2+, la zone de prédominance de l'ion Fe2+, c'est cette zone-là. Et alors là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de zone commune entre le dioxygène en jaune et le ion Fe2+ en violet. Il n'y a pas de zone commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une réaction. La constante dépendra du pH où on va se placer, hein.
mais il y aura forcément une réaction entre Fe2+ et du dioxygène si vous les mettez ensemble. Donc l'ion Fe2+ n'est pas stable en présence de dioxygène. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du l'ion Fe3+ ou ou le solide FeOH3. On ne sait pas encore, ça dépendra du pH, mais en tout cas, Fe2+ et O2 ne peuvent pas coexister. C'est-à-dire que lorsque l'on met Fe2+ en présence de dioxygène, le fer, Fe2+, n'est pas stable en présence de dioxygène. Et alors avec FeOH2, donc la zone d'existence du solide FeOH2 est juste ici. Là encore, on voit bien qu'il n'y a aucune zone commune entre le dioxygène qui est là et FeOH2 qui est là. Donc aucune zone commune, donc réaction également. FeOH2 n'est pas stable en présence de dioxygène, il y aura forcément une réaction. Et donc la dernière espèce que l'on va voir, donc pour le fer, encore une fois, ici, la zone de prédominance du dioxygène ne change pas. La zone d'existence du fer, c'est toute cette zone qui est là. On voit encore bien qu'il n'y a aucune zone commune entre le fer en violet et le dioxygène en jaune. Il y aura également une réaction qui va avoir lieu ici entre le fer et le dioxygène. Donc, pour résumer, Fe3+ et FeOH3 sont stables en présence de dioxygène. Par contre, Fe2+, FeOH2 et Fe ne sont pas stables en présence de dioxygène. Maintenant, la stabilité en présence d'eau, eh bien, on peut avoir le même raisonnement, mais au lieu de regarder le dioxygène, on va regarder l'eau. La zone de prédominance de l'eau est ici. Donc voilà, entre cette courbe qui est là et cette courbe qui est là. Donc tout ça, c'est une zone de prédominance de l'eau. Je fais du joli coloriage. Voilà, et donc si on regarde les différentes espèces, eh bien, on peut voir assez rapidement que l'ion Fe3+ est stable dans l'eau. Ici, on a une zone commune. Donc Fe3+ est stable dans l'eau. FeOH3 est stable dans l'eau. Ici, on a toute une zone commune à FeOH3 et H2O. Fe2+ est stable dans l'eau. Ici, on voit toute une zone commune entre Fe2+ et l'eau. FeOH2 est stable dans l'eau. Ici, on a toute une zone commune donc entre FeOH2 et l'eau. Par contre, le fer n'est pas stable dans l'eau. Le fer n'est pas stable dans l'eau. Si on regarde la zone de prédominance, enfin d'existence du fer, c'est celle-ci. La zone de prédominance de l'eau est ici. Il va y avoir une réaction. Alors, ici, on est presque à la limite. Mais, il n'en reste pas moins que le fer n'est pas stable dans l'eau. Voilà donc pour regarder les stabilités des espèces en présence d'eau ou en présence de dioxygène. On pourrait faire exactement le même principe, la même question en présence de dihydrogène. Généralement, on pose pas cette question. Alors après, la méthode est exactement la même. Vous regardez, est-ce qu'il y a une zone commune entre le dihydrogène et Fe3+, par exemple, entre le dihydrogène et FeOH3, entre le dihydrogène et Fe2+, et ainsi de suite. Là, vous avez deux exemples donc pour la stabilité en présence de dioxygène et en présence d'eau. Ce sera les questions les plus souvent rencontrées par vous. Tu dis, il y a réaction. Mais quelles sont les réactions? That is the question, hein? Ah non, pas d'anglais, hein? Non, chef. Eh bien oui, on peut savoir quelles vont être ces réactions. C'est ce que l'on va regarder maintenant. Stabilité en présence de dioxygène, je prends un exemple, on va pas tous les faire. On a dit que le dioxygène, donc ici, n'a pas de zone de prédominance commune avec le fer qui est ici. Il va donc y avoir une réaction. Alors on va refaire un peu de coloriage. Alors c'est pas très propre. Je dépasse, mais c'est pas grave. Voilà, la zone de prédominance du dioxygène et la zone d'existence du fer. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas de zone commune entre le fer et le dioxygène. Alors, quelle va être la réaction? Eh bien, ça va dépendre de plein de choses. Ça dépend du pH principalement, et on va regarder ce pH ici. Si le pH est inférieur à 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fer, pour qu'il ait une zone de prédominance commune avec le dioxygène, s'il se fait oxyder en Fe2+, c'est pas suffisant. Il faut qu'il se fasse oxyder en Fe3+, pour avoir ici cette zone de prédominance commune. Donc le fer, ici, pour qu'il devienne stable, l'espèce fer, stable en milieu dioxygène, il faut qu'il se fasse oxyder en ion Fe3+. Donc on écrit la demi-équation entre le fer et Fe3+. Le dioxygène, lui, on connaît sa demi-équation, il se fait réduire en eau. Et donc vous sommez les deux équations, encore une fois, via des coefficients stoichiométriques pour se débarrasser des électrons, parce que je veux pas avoir d'électrons dans une équation globale
d'oxydoréduction, et donc on va avoir le fer qui se fait oxyder par le dioxygène pour donner l'ion Fe3+. Mais ça, c'est si le pH est inférieur à 2 ici. Parce que si le pH est supérieur à 2, bah pH supérieur à 2, on n'a pas d'ion Fe3+ possible, on va rencontrer FeOH3. Donc si le pH est compris entre 2 et 7, pour avoir des zones de prédominance commune, le fer ici, donc encore une fois, s'il se fait oxyder en Fe2+, c'est pas suffisant, il faut qu'il se fasse oxyder en FeOH3 pour avoir une zone de prédominance commune qui est ici, entre le dioxygène et le fer. Donc on écrit la réaction entre Fe et FeOH3. Encore une fois, le dioxygène lui se fera réduire en eau. On somme les deux équations en se débarrassant des électrons pour ne pas avoir d'électrons dans une équation bilan d'oxydoréduction et on obtient ceci. Donc si le pH est compris entre 2 et 7, le fer métallique va s'oxyder en hydroxyde de fer 3. Enfin, si le pH est supérieur à 7 cette fois-ci, supérieur à 7, eh bien c'est à peu près le même principe. Le fer va encore se faire oxyder en FeH3. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? Ici, on a du H+, et du H+. Si on a un pH supérieur à 7, on n'équilibre pas les demi-équations d'oxydoréduction avec du H+, mais avec HO-. Et ça, c'est important. Ici, l'équation bilan va donner la même chose. Peu importe, le fer va se faire oxyder en hydroxyde de fer 3. Mais vous pensez à écrire les demi-équations avec des ions HO- et pas des ions H+, si le pH va être supérieur à 7. Voilà les réactions. Donc, a priori, deux équations, vu que celle-ci est la même que celle-ci, deux équations possibles. Si on met du fer métallique en présence de dioxygène, il va se faire oxyder soit en ion Fe3+, si le pH est inférieur à 2, soit en FeOH3 si le pH est supérieur à 2. Oh là là, c'est trop dur ça. C'est pas plus dur que l'oxydoréduction classique. Et on pense donc bien à équilibrer ici avec HO- en milieu basique, avec H+, sinon alors, quelques petites remarques. Quand on parle de stabilité en superposant le diagramme de l'eau, par exemple, il s'agit de stabilité thermodynamique. En pratique, s'ajoute la cinétique. Ne peut pas être étudié avec les diagrammes potentiels pH. Mais par exemple, le fer métallique, vous mettez du fer dehors, en présence de dioxygène, vous ne voyez pas instantanément sous vos yeux se transformer en ion Fe3+, ou en hydroxyde de fer FeOH3. Faut attendre quand même un certain temps. Ça, c'est de la cinétique qui va dire combien de temps ça va prendre pour que le fer s'oxyde ou que le fer rouille. La rouille, c'est du trioxyde de fer, c'est ça. Vous mettez du fer dehors, un piqué en fer, petit à petit, il va rouiller, va se transformer en FeOH3, parce qu'on a dit qu'en présence de dioxygène, c'était pas stable. Mais la réaction va être très très lente. Vous, avec un diagramme potentiel pH, vous pouvez vous dire c'est stable ou c'est pas stable. Donc c'est stable s'il y a une zone de prédominance commune ou d'existence commune. C'est pas stable s'il n'y a pas de zone commune. Vous pouvez pas dire si la réaction va être très rapide ou si elle va prendre des années. Vous pouvez juste dire stable, pas stable. Enfin, si vous voulez, vous pouvez retenir qu'une pente dans un diagramme potentiel pH, c'est 0,06 fois le coefficient stoichiométrique algébrique, donc positif ou négatif, de l'ion H+, divisé par n étant le nombre d'électrons échangés lors de la réaction. On a demi-équation. Voilà, si on vous demande de trouver ici juste la pente, donc ici moins 0,06, moins 0,06, moins 0,18, et ici 0 par exemple, et bien vous avez ceci à prendre en compte, 0,06 fois le coefficient stoichiométrique divisé par n. Donc là, on avait donc deux électrons échangés, mais également 2 H+, avec un 2 H+, H+ étant un réactif, on le mettait donc à gauche, nu de H+ était de moins 2, n était égal à 2, donc moins 2 divisé par 2 fois 0,06, ça donnait moins 0,06, d'où la pente moins 0,06. Ici, entre Fe et Fe2+, on se souvient de la demi-équation d'oxydoréduction, il n'y a pas de H+, qui intervient. Donc le coefficient stoichiométrique, c'est comme si ça valait 0, et donc la pente vaut 0, d'où une pente 0. Enfin, si vous voulez une pente infinie, ici, c'est comme si vous n'aviez pas d'électrons échangés, donc n était égal à 0, d'où une pente infinie. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, ça peut vous servir si vous voulez vérifier rapidement. Sinon, il faut savoir en tout cas redémontrer une équation. Ce qu'il faut savoir faire sur les diagrammes EPH comme ça, c'est construire un diagramme EPH. Alors ça, c'est assez long, mais au moins, si on vous le donne, il faut retrouver certaines pentes. Je peux vous dire, retrouver cette pente ici, par exemple. Vous retrouvez cette équation, en tout cas. Et calculer les potentiels standards d'oxydoréduction en utilisant ici des intersections entre certaines droites. Maintenant, diagramme potentiel pH du chlore. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée.
un diagramme avec dismutation et on va voir ça. Donc pour la construction, on va considérer 4 espèces, l'ion chlorure Cl-, le dichlore gazeux, c'est un gaz, on va le prendre en tant qu'espèce gazeuse, HClO, donc un acide en solution aqueuse, et sa base conjuguée Cl-. Les données thermodynamiques qu'on vous donne sont les deux potentiels standards d'oxydoréduction du dichlore et de Cl- et de HClO et de Cl2. Et enfin le pK de l'acide HClO à côté avec sa base conjuguée Cl- qui est de 7,5. On prendra comme convention de tracé C0 égale 0,1 mol par litre. Pour la construction, c'est exactement le même principe que ce qu'on faisait auparavant. Une idée a priori. On commence donc par calculer le degré d'oxydation de différentes espèces. Dans le dichlore, le degré d'oxydation du chlore est de 0. Par contre, dans l'ion chlorure, Cl-, le degré d'oxydation du chlore est de -1. Enfin, dans les deux espèces ici acide-base, le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation du chlore est de +1. Ici, couple acide-base, l'acidobasicité ne change pas le nombre d'oxydation de l'espèce chlore ici présente dans ces deux espèces. A priori, le diagramme potentiel pH ressemblera à ça. Ici, on va voir le degré d'oxydation -1, le degré d'oxydation 0 et le degré d'oxydation +1. Et ici, donc au degré d'oxydation +1, on a deux espèces. On met l'acide à gauche et la base à droite. pH plutôt bas, on va avoir acide. pH plutôt élevé, on va avoir la base. Donc ça, encore une fois, à savoir faire extrêmement rapidement, extrêmement facilement. Vous ne devez pas avoir de problème là-dessus. Maintenant, on se lance dans des calculs. Donc, passage un petit peu plus calculatoire. A priori, 1, 2, 3, 4 frontières. On va calculer les 4 frontières. La première ici, entre HClO et Cl-. Eh bien, on écrit l'équation qui relie HClO et Cl-. Et en fait, l'équation là, c'est une équation de réaction d'un acide faible dans l'eau qui donne sa base conjuguée H3+. La constante de réaction associée, c'est la constante d'acidité, 10 puissance -7,5. Elle est donnée dans l'énoncé. Et donc, ça vaut la concentration H3+, fois la concentration en Cl-, fois la concentration HClO. Ici, on est pile à la frontière. Frontière, ça veut dire autant d'espèces à gauche que d'espèces à droite. Donc, ces deux concentrations sont égales. Et donc, ici, le K vaut directement la concentration H3+, donc le pH, c'est 7,5. En réalité, ça, vous le savez, vous devez savoir le faire depuis quelques semaines déjà. Si on trace un axe en pH, ce qui sépare l'acide de sa base, ici, la valeur, c'est le pKa. C'est pas la même chose pour les complexes, c'est pas forcément bêta. On l'a même vu, c'est souvent pas bêta. Mais ici, donc, en axe en pH, ici, c'est le pKa qui va séparer les deux espèces. Donc, un pKa 7,5. Oui, si on est en dessous de 7,5, on a l'acide. Si on est au-dessus de 7,5, on a la base. Ça, vous devez savoir le faire. Deuxième frontière maintenant. Donc, entre Cl- et Cl2, demi-équation assez facile à écrire. On précise l'état physique, c'est bien, surtout ici quand vous avez des espèces gazeuses en même temps. Le potentiel donné, on va faire le potentiel standard d'oxydoréduction du couple Cl2-Cl-, donc plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons échangés, à savoir ici 2. Log de tout ce qu'il y a côté oxydant. Côté oxydant, c'est donc le dichlore. Ce sera donc la pression partielle en dichlore vu que c'est un gaz. Et ici, donc, Cl- côté réducteur, et on va avoir donc la concentration en Cl- au carré. Et avec le carré, on obtient donc cette expression, à savoir un potentiel standard d'oxydoréduction qui est donné par l'énoncé, 1,40 volts plus 0,06, donc 1,46 volts. Troisième frontière, donc, qui sépare cette fois-ci le dichlore avec HClO, et donc on a écrit la demi-équation correspondante entre HClO et Cl2. On va avoir encore une fois le potentiel de Nernst qui vaut un potentiel standard d'oxydoréduction donné par l'énoncé 1,59, plus 0,06 divisé par 2 log de la concentration HClO au carré, donc la concentration de tracé, on a dit c'était 0,1 mol par litre, fois la concentration H+ au carré, et ici la pression en dihydrogène. On prend une pression standard de 1 bar et on obtient cette expression 1,53 moins 0,06 pH. Enfin, la dernière frontière, donc cette fois-ci entre Cl2 et Cl-, on ne connaît pas le potentiel standard d'oxydoréduction du couple Cl-, c'est pas grave. On le laisse comme ceci. Après avoir écrit la demi-équation, donc on obtient cette expression pour le potentiel de Nernst. Et donc, le potentiel standard d'oxydoréduction que l'on ne connaît pas, moins 0,06, moins 0,12 pH. Et ici, on a donc les 4 frontières qui nous permettent de tracer le diagramme potentiel pH du chlore. Alors maintenant, je vous invite à faire pause et à essayer de tracer vous-même ce diagramme potentiel pH. 4 frontières, a priori peut-être plus simple que le diagramme potentiel pH du fer. On verra qu'il y a un souci, problème de dismutation qui ne se posait pas dans le cas du fer. Mais a priori, vous pouvez vous entraîner déjà. Vous avez 4 courbes, 4 droites. Vous avez les 4 équations. Une qui sera donc verticale à pH égale 7,5. Une qui sera horizontale
un potentiel de Nernst de 1,46 et deux qui seront obliques avec les deux équations, l'une que l'on connaît, 1,53 moins 0,06 pH, et l'une que l'on ne connaît pas, mais avec une pente de moins 0,12 pH, et donc normalement on se doute qu'on va pouvoir déterminer ça par continuité du diagramme. On va avoir une intersection entre plusieurs courbes. Ici, la courbe 1, 3 et 4 vont se rencontrer normalement, et donc on pourra continuer et tracer cette partie. Voilà, je vous encourage à essayer de faire ça, et une fois que vous avez essayé de faire ça, on regarde ce que ça donne. Si on fait le tracé, on obtient quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ici, on a bien 7,5, une partie qui est verticale à 1,43. Alors c'est 1,46 en réalité, il manque un petit 2, je vais changer ça. Voilà, donc 1,46 ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir des droites qui vont se croiser de manière un peu inattendue. Das ist eine Kolossalkonspiration. Ici, à 1,53, donc moins 0,06 pH, eh bien, elle croise celle-ci, et donc, ça fait quelque chose de bizarre. Si on compare avec ce que l'on devait avoir ici, on a donc la courbe 3 qui doit rencontrer la courbe 1 et la courbe 4, et en aucun cas toucher la courbe 2. Or ici, la courbe 3 rencontre la courbe 2. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si on suit ça, normalement, le dichlore doit être en bas de cette courbe. Donc, je vais essayer de mettre des couleurs. Si on prend cette courbe-là, qu'est-ce que c'est que ça? Et hop là. Si on prend cette courbe-là, le dichlore doit être en bas. Donc le dichlore doit être par ici, par ici, par ici, par ici. On continue, on continue, on continue. Le dichlore doit à chaque fois être en bas de cette courbe, cette courbe, cette courbe, cette courbe. Par contre, par rapport à cette courbe, le dichlore doit toujours être au-dessus. Donc par ici, 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 par ici. Donc ici, c'est bien, le dichlore il est là, c'est bien, il est à la fois en dessous de la courbe que l'on avait pour Cl2 et HClO et au-dessus de la courbe que l'on avait pour Cl-, Cl2. Par contre, ici, le dichlore doit être à la fois au-dessus de celle-ci et à la fois en dessous de celle-ci. Donc là, ça pose problème. Parce que le dichlore a lui-même une zone de prédominance non commune avec le dichlore. Donc il a deux zones, et donc c'est une réaction de dismutation, comme ce que l'on a vu dans le cours précédent. Le dichlore ici va réagir avec le dichlore ici. Donc ça pose problème, on a une dismutation. Alors ici, pour avoir la valeur, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites le potentiel de Nernst du point de la courbe 2 égale le potentiel de Nernst de la droite 3, et vous trouvez à quel pH, et ben, vous avez exactement la rencontre entre ces deux droites. Donc le dichlore, en réalité, ne peut exister que à un pH inférieur à 1,7 avec cette convention de tracé. Au-dessus, il y a dismutation. Mais alors, quel va être le vrai diagramme potentiel pH? Parce qu'ici, on ne peut pas laisser ça, deux droites qui se croisent avec le dichlore qui devrait avoir a priori deux endroits différents. Eh bien, on va recalculer et retracer le diagramme potentiel du chlore en tenant compte de cette dismutation. Mais est-ce qu'on a toutes les frontières ici? Il en manque une. Vous êtes sûr? Ben, même deux. Parce qu'en fait, ici, le dichlore, donc sa zone de prédominance s'arrête ici. On va donc avoir une frontière à calculer entre HClO et Cl-, et entre ClO- et Cl-. Donc HClO et Cl-, ClO- et Cl-. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ça, on oublie, on a une modification de ce diagramme. On a dit entre ClO- et Cl-, on allait avoir une nouvelle frontière, on la calcule, un potentiel standard inconnu, moins, donc on utilise la relation de Nernst, on obtient moins 0,06 pH. Et donc entre HClO et Cl-, on écrit encore une fois donc la demi-équation entre ces deux espèces, et à l'aide de la relation de Nernst, on trouve encore un potentiel standard de inconnu, moins 0,03 pH cette fois-ci. Donc ces deux potentiels standards d'oxyde de réduction ne nous sont pas donnés dans l'énoncé, mais peu importe, on connaît leur pente. Et donc on va pouvoir avoir le tracé global qui est celui-ci. Ça, on l'avait déjà déterminé tout à l'heure, le 1,46. Donc le 1,46, on l'avait déjà. On avait cette séparation. Celle-ci également, la pente de moins 0,12, on l'avait entre HClO et Cl2. Par contre, on vient de déterminer ici les deux autres courbes, une avec une pente de moins 0,03 entre HClO et Cl-, et une autre avec une pente de moins 0,06, celle entre ClO- et Cl-. Et où est-ce qu'on a la rupture entre les deux? Ben, on l'avait déterminé également. La séparation entre HClO et Cl-, c'était un pH de 7,5, et donc on obtient ceci. C'est pas très facile à dessiner un diagramme potentiel pH, c'est pour ça que vous avez besoin, vous, de vous entraîner chez vous
de prendre un stylo, une feuille et d'essayer de tracer des diagrammes potentiels pH. Essayez de refaire celui du fer, essayez de faire celui du chlore. Les deux là sont les exemples qui vous sont donnés. Il y en aura d'autres dans le TD. Il faut vraiment s'entraîner. A priori, c'est pas facile. Se rendre compte quand il y a une dismutation ou pas. Ça demande beaucoup d'entraînement. Vous avez toutes les méthodes qui sont là. Vous faites calculer, vous essayez de tracer toutes les courbes de la méthode, de la méthode, de la méthode. C'est pas un chapitre qui est compliqué d'un point de vue théorie. C'est un chapitre où la même méthode s'applique tout le temps, c'est toujours la même chose qu'il va falloir faire. Par contre, ça demande de l'entraînement. Sans entraînement, en effet, ça a l'air barbare comme ça. Avec de l'entraînement, vous verrez que c'est toujours la même chose à faire. On applique des relations de Nernst, on calcule des frontières obliques, verticales, horizontales, et on discute de stabilité ou non-stabilité. Un dernier petit point important, voilà, ne pas utiliser d'acide, donc vinaigre de lavage, détartrant acide avec de l'eau de javel, même si les deux peuvent être utilisés pour laver, hein, un vinaigre de lavage, un détartrant avec de l'eau de javel qui peut nettoyer. Ne pas utiliser les deux ensemble, pourquoi? Parce que l'eau de javel contient des ions Cl-. Donc si on descend Cl- en milieu acide, 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 on risque de se retrouver dans la zone de prédominance du dichlore, qui est un gaz mortel. Donc évitez de synthétiser du dichlore chez vous avec Cl- et de l'acide. C'est pour ça qu'il est formellement interdit d'utiliser du vinaigre juste après avoir utilisé de l'eau de javel et inversement. Sinon, Non, plutôt sinon. Troisième partie, utilisation des diagrammes potentiels pH. encore? Mais tu les laisses jamais tranquilles, tes étudiants? Et oui, encore. Mais vous inquiétez pas, si vous avez compris la construction d'un diagramme potentiel pH, tout le reste du cours va vous paraître très simple. C'est pour ça que je vous encourage à faire une petite pause. On va reprendre maintenant, à tête reposée, l'utilisation de diagrammes potentiels pH. Et on va prendre dans un premier cas, et je crois dans un seul cas dans ce cours, les autres seront faits en TD éventuellement, le diagramme potentiel pH du zinc. Exercice, je vous dis, un peu plus simple que la construction parce qu'on vous donne déjà le diagramme potentiel pH. Il est ici. Voilà le diagramme potentiel pH du zinc. Donc un axe en potentiel et un axe en pH. Et on vous donne a priori 4 zones, délimitées par ici 1, 2, 3, 4, 5 frontières. On vous précise la convention de tracé et les espèces considérées, les 4 espèces. Première question, c'est à vous d'attribuer les domaines en précisant s'il s'agit de domaines d'existence ou de prédominance. Alors, avec un stylo, on a 4 espèces, on a 4 zones, laquelle va où? Eh bien, on range des plus bas degrés d'oxydation au plus haut degré d'oxydation. On se souvient, ici, on a bas potentiel, on va avoir les degrés d'oxydation les plus bas, et on monte, on va avoir un potentiel d'oxydoréduction de plus en plus grand. Donc, on classe ici les espèces de plus bas degré d'oxydation au plus haut degré d'oxydation. Bon, pour ça, il faut qu'on détermine les degrés d'oxydation. Le zinc est au degré d'oxydation 0, Zn de plus est au degré d'oxydation plus 2, ZnOH2, le zinc est au degré d'oxydation plus 2, ZnOH4, 2 moins, le zinc est au degré d'oxydation 2. Donc ici, on a degré d'oxydation 0 et degré d'oxydation 2. Donc a priori, ici, on va avoir degré d'oxydation 0 et degré d'oxydation 2. Maintenant, degré d'oxydation 2, ici, on a 3 espèces, 3 zones. Qui va aller où? Eh bien, encore une fois, ici, on a un axe en pH. Plus on va être dans des pH hauts, plus on va être en milieu basique, et donc plus on va avoir d'ions HO- possible. pH très bas, on n'a que des ions H+, on n'a pas d'ions HO-, donc c'est pas possible d'avoir du OH qui se balade quelque part. Donc ici, on n'a pas de HO-, donc on va avoir Zn2+. Et là, on a de plus en plus de HO-, donc d'abord on en met 2, et ensuite on continue, on va même pouvoir en mettre 4. Donc on range donc degré d'oxydation bas à degré d'oxydation plus haut, donc 0 et 2, et de pH plus bas, donc pas présence d'ion hydroxyde HO-, à pH plus grand, donc avec de plus en plus présence d'ion hydroxyde HO-, et ça donne ceci, Zn, Zn2+, ZnOH2 et ZnOH4 de moins. Alors préciser s'il s'agit de domaines d'existence ou de prédominance, les solides, c'est toujours des domaines d'existence. Les espèces en solution, donc si elles sont chargées, les espèces sont forcément en solution. 2 plus et ici 2 moins, c'est forcément des diagrammes de prédominance. Deuxième question, déterminer le potentiel standard d'oxydoréduction du couple Zn2 plus Zn. PKS de solide ZnOH2 et la constante de formation globale β4 de ZnOH4 de moins. Dans un premier temps, pour déterminer donc le potentiel standard d'oxydoréduction du couple Zn2 plus Zn, eh ben on va regarder l'écart à la droite, la frontière séparant Zn2 plus et Zn. La demi-équation d'oxydoréduction est Zn2 plus 2 électrons égale Zn. Et là, si vous avez bien compris le cours sur l'oxydoréduction, c'est exactement la même chose. Le pH n'influe pas sur
ce potentiel. Ici, on a bien une droite horizontale. Voilà, on a une certaine valeur de E. Au-dessus, on a l'oxydant. En dessous, on a le réducteur. En appliquant la relation de Nernst, on obtient ceci. Le potentiel de Nernst qui vaut le potentiel standard d'oxydoréduction du couple, c'est ce qu'on cherche. Plus 0,06 sur 2, le log de la concentration en ion Zn2+. L'importance de préciser la convention de tracé concentration de 0,1 mol par litre. Donc la concentration en Zn2+, c'est 0,1 mol par litre. Et en faisant le calcul, on obtient moins 0,76 volts pour le potentiel standard d'oxyde de réduction E0 de Zn2+, Zn. Ensuite, on veut déterminer le pKs du solide ZnOH2. Ici, ZnOH2, on va donc regarder ZnOH2. Ce qui est important, si vous vous souvenez cette fois-ci du cours sur les précipités, on a un axe ici en pH, on a Zn2+ d'un côté, ZnOH2 de l'autre, et on dit à quel pH apparaît le précipité ZnOH2. Et là, c'est exactement comme dans le cours sur les précipités pour déterminer le pKs. On écrit la demi-équation, donc l'équation de dissolution, ZnOH2 qui donne Zn2+ plus 2H-. La constante K0, c'est le produit de solubilité Ks, qu'on écrit comme ceci. C'est plus facile d'utiliser H+, parce que ici on a la valeur du pH. Si vous voulez garder H- et travailler avec le pOH, c'est pareil. Le pKs vaut donc PC0 plus 2 fois pKe moins pH, et donc vous obtenez ici un pKs de 16. Voilà, donc pour l'instant, ce qu'on a fait, on a déterminé un E0. Il n'y a rien de plus dans cette détermination, rien de plus que dans le cours sur l'oxydoréduction. Ici, déterminer un pKs, il n'y a encore une fois rien de plus dans ce cours que le cours sur les précipités. Donc ça, les deux choses-là doivent être acquises. Vous avez une valeur ici au-dessus oxydant, en dessous de réducteur, vous devez déterminer le potentiel standard d'oxydoréduction. Avec le cours précédent, vous devez savoir le faire. Ici, donc, avec le pH d'apparition, déterminer le pKs, vous devez savoir le faire. Il n'y a encore une fois rien de plus que sur le cours sur les précipités. Rien de plus. Dernière chose à calculer, la constante de formation globale β4 pour le complexe ZnOH4 2-. Alors, pour déterminer cette constante de formation globale, on regarde la frontière verticale entre ZnOH2 et ZnOH4 2-. L'équation à considérer est celle-ci. ZnOH2 fois plus 2H- donne ZnOH4 2-. La constante associée à cette réaction est la concentration donc de cette espèce divisée par la concentration H- au carré. On ne fait pas intervenir ZnOH2 qui est un solide. Sinon, on ne fait donc pas intervenir ZnOH2 qui est un solide. Par contre, si on multiplie en haut et en bas par Zn2+, et H-, eh bien on obtient ici ceci. ZnOH4 sur Zn2+, et H- puissance 4. Et vous devez impérativement et immédiatement reconnaître le β4. Et ceci, Zn2+ fois H- au carré, et vous devez impérativement et immédiatement reconnaître une constante Ks. Donc en résumant, le K0 ici, c'est cette concentration divisée par cette concentration au carré, c'est ça, et ça vaut β4 fois Ks. Encore une fois, ça je me répète depuis des semaines et des semaines, maintenant vous avez intérêt à savoir le faire. Déterminer immédiatement des constantes K0, reconnaître, ici c'est β4, ici c'est Ks. On obtient ceci, donc en gardant cela, on peut exprimer β4 comme étant un rapport de concentration multiplié par un Ks. La frontière, elle est à combien ici? 13,75. Donc la concentration en ion H+, c'est 10 puissance moins 13,75. Et la concentration en ion H-, c'est 10 puissance moins 0,25. On connaît donc cette concentration en H-, 10 puissance moins 0,25. La concentration en cette espèce, convention de tracé 0,1 mol par litre, on met 0,1. Le Ks, on vient de le déterminer tout à l'heure, 10 puissance moins 16. Et donc maintenant, enfin, on a déterminé la constante de formation globale du complexe, β4 égale 10 puissance 15,5. Non, c'est... Oh! Dernière question, discuter de la stabilité des espèces en présence d'eau. Question hyper classique, hein, je vous l'ai dit. Et bien pour cela, on superpose le diagramme de l'eau sur le diagramme EPH du zinc. Alors ici, voilà, diagramme simplifié. En présence d'eau, l'eau est présente au-dessus de cette portion. Ici, on est dans la zone de stabilité de l'eau. Et ici, on est dans la zone de stabilité du dihydrogène. L'eau a une zone de prédominance commune avec Zn2+, ici. Une zone de prédominance commune avec ZnOH2, ici. Une zone de prédominance commune avec ZnOH4-, ici. Ces trois espèces sont stables dans l'eau. Par contre, l'eau n'a pas de zone de prédominance ou d'existence commune avec le zinc métallique. Le zinc métallique est ici, et l'eau est ici. Si on reprend des couleurs pour faire joli, vite fait. Ici, on a la zone de prédominance de l'eau. Et ici, on a la zone d'existence du zinc métallique. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a jamais de violet sur de jaune. Et donc, ça veut dire qu'il y a une réaction entre le zinc et l'eau. Le zinc n'est pas stable dans l'eau.
Alors, quelle réaction va avoir lieu? Eh bien, la réaction va dépendre du pH. Encore une fois, c'est comme ce qu'on a vu dans la partie précédemment, ça dépend du pH. Pourquoi? Parce que le zinc, ici, si on est en dessous de pH 6,5, il va pouvoir s'oxyder en Zn2+. Mais si on est entre 6,5 et 13,75, le zinc, quand il va s'oxyder, il va pouvoir former l'hydroxyde de zinc ZnOH2. Et si on est à un pH supérieur à 13,75, bah, si le zinc il s'oxyde, il va s'oxyder en ZnOH4 2-. Donc si le pH est inférieur à 6,5, le zinc va s'oxyder en ion Zn2+, et l'eau, donc ici représentée par H+, va se transformer en dihydrogène. Vous sommez les deux, en plus il y a 2 électrons et 2 électrons. Voici l'équation qui a lieu d'oxydation du zinc si le pH est inférieur à 6,5. Zn plus 2H+, donne Zn2+, plus H2. Donc si maintenant le pH est compris entre 6,5 et 13,75, on va avoir le zinc Zn qui va s'oxyder en ZnOH2, avec H-, et donc l'eau qui va se faire réduire en H2. Ici j'ai équilibré avec des ions H-. 6,5 entre 13,75, on est plutôt en milieu basique. Hein. Alors entre 6,5 et 7, ça se discute. On va pas chipoter pour si peu. On est majoritairement en milieu basique, donc on équilibre avec des ions H-. Et en sommant les deux, on a bien l'oxydation du zinc en présence d'eau qui va donner un hydroxyde de zinc 2 et du dihydrogène. Et enfin, si le pH est supérieur à 13,75, le zinc va donc s'oxyder en ZnOH4 2-, et l'eau va donc toujours se réduire en dihydrogène. On obtient cette équation. Donc le zinc qui va donc s'oxyder en présence d'eau et d'ion ZnH- pour donner ce complexe avec du dihydrogène. Encore une fois, voilà, on a 3 possibilités de degré d'oxydation 2 du zinc. Les 3 sont stables dans l'eau. Le zinc peut s'oxyder en 3 espèces différentes en fonction du pH. Ces 3 espèces sont stables dans l'eau, donc elles ne réagissent plus. Hein. Elles restent comme ceci. Voilà, encore une remarque, on n'écrit pas de H+, si on se place à un pH supérieur à 13,75. Et même en dessous ici, entre 6,5 et 13,75, on n'écrit pas de H+, non plus. On équilibre avec des ions H-. Sinon, partie 4, diagramme potentiel PL. Oh là 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 là, il est toujours pas fini ton cours. Et non, on n'a pas encore vu l'influence mutuelle comme dans les autres cours. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Dans les autres cours, on a toujours fait des influences mutuelles entre telle propriété et telle propriété. Par exemple, entre la complexation et l'acidobasicité, ou entre la précipitation et la complexation. Donc, il reste encore à voir cette fois-ci une influence entre l'oxydoréduction et la complexation. Donc non, on n'a pas terminé. Alors le principe général, le principe est rigoureusement le même que pour les diagrammes potentiels pH. Sauf qu'au lieu d'avoir un diagramme potentiel pH, c'est un potentiel PL. pH, on se souvient, c'est une concentration en gros en H3O+. On veut voir l'influence de la concentration en H3O+, sur l'oxydoréduction. Et ici, on veut voir l'influence de la concentration en quelque chose sur l'oxydoréduction. Sauf qu'au lieu d'avoir la concentration H3+, ça sera la concentration en ligand. Donc ça va être extrêmement proche de ce qu'on a fait, mais on regarde pas la même variable. C'est pas la concentration H3O+, mais la concentration en ligand qui va intervenir. Alors, diagramme potentiel PL du cuivre en milieu ammoniacal. Voilà les diagrammes potentiels PL du cuivre en milieu ammoniacal. Les espèces considérées sont les suivantes. Le cuivre solide, le cuivre l'ion Cu+, et l'ion Cu2+, mais également en milieu ammoniacal, CuNH3 2 fois plus et CuNH3 4 fois 2+. Convention de tracé, on la précise toujours, 0,1 mol par litre. Voilà ici donc les diagrammes potentiel PL. Alors le cuivre, c'est toujours l'espèce un peu particulière qui a une dismutation. Hein. Ici, on voit que si on trace cette courbe et cette courbe, bah, elles se croisent alors qu'a priori, elles ne devraient pas se croiser. Donc dismutation, en réalité, c'est ceci, le diagramme potentiel PL du cuivre en milieu ammoniacal. On classe toujours par degré d'oxydation croissant et on répartit les espèces avec le plus de molécules d'ammoniac à des pH plus faibles. Donc pour bien faire le lien avec les diagrammes potentiels pH, avant, on disait les degrés d'oxydation croissants de en bas. En bas, on va avoir les degrés d'oxydation les plus faibles et ici les degrés d'oxydation les plus grands. Et avant, on disait également, donc à droite, on allait mettre plutôt les bases et à gauche plutôt les acides. Et ben là, on continue à mettre toujours les degrés d'oxydation croissants, sauf que ici, à gauche, on va mettre les espèces avec un PL petit, donc avec une concentration très forte en ligand. Et à droite, on va donc mettre les espèces avec un PL grand, à savoir une concentration très faible en ligand. Et pour ça, donc en déterminant les degrés d'oxydation, vous pouvez déterminer très rapidement que ici D, ça va être le solide cuivre métallique.
L'espèce C ici, ça va être donc l'ion CuNH3 2 fois plus. C'est du cuivre au degré d'oxydation 1, qui est donc dans un complexe avec de l'ammoniac. Et ici, on va avoir le cuivre au degré d'oxydation 2. Les deux espèces ont du cuivre au degré d'oxydation 2, sauf que là où il y a le plus d'ammoniac, on est à des PL petits. Donc ici, on va voir CuNH3 4 fois de plus, et ici, Cu de plus. Donc encore une fois, ici, rien de nouveau si vous avez compris tout ce qu'on a fait précédemment. Ici, déterminer cette frontière, bah, vous oubliez votre axe en potentiel. Ici, vous regardez juste, on a un PL comme ça, et une espèce à gauche, une espèce à droite, et vous devez calculer la frontière. On a fait des calculs barbares en cours pour déterminer les différentes frontières entre l'espèce seule et son complexe. Et bien là, c'est la même chose. Ici, on a une frontière qui est donc verticale, c'est comme le cours sur les précipités. Ici, une frontière qui est horizontale, c'est comme le cours d'oxydoréduction. Par contre, quand c'est oblique, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une influence mutuelle de l'oxydoréduction sur la complexation. On peut vérifier les droits des différentes frontières, donc on utilise des conventions de tracé. Donc la frontière AC, donc ici la frontière entre A et C, c'est la frontière entre CuNH3 4 fois de plus et CuNH3 2 fois plus. Degré d'oxydation 2 pour le cuivre, degré d'oxydation 1 pour le cuivre, on a cette demi-équation. Le potentiel et le potentiel de Nernst du couple ici, que l'on ne connaît pas et c'est pas grave. Plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, à savoir 1, log de tout ce qui est à côté oxydant, à savoir la concentration de ce complexe, divisé par tout ce qui est à côté réducteur, à savoir la concentration en ce complexe et la concentration en NH3 au carré. Lorsque l'on est pile à la frontière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la même concentration d'espèces à gauche et à droite, donc la même concentration en complexe ici et ici, ça se simplifie, donc il ne reste plus que la concentration en NH3 au carré, donc on obtient ceci. Un potentiel standard d'oxydoréduction que l'on ne connaît pas et c'est pas grave, plus 0,12 P de NH3. Donc c'est encore une fois ici un potentiel en fonction d'un P de NH3, tout comme tout à l'heure on avait un potentiel en fonction d'un pH. La pente c'est donc 0,12, ici 0,12. Entre C et D maintenant ici, c'est le même principe, hein, on écrit donc les deux espèces, C et D, CuNH3 2 fois plus le cuivre, cette demi-équation d'oxydoréduction, on applique la relation Nernst, on n'écrit pas le cuivre qui est un solide, sinon vous commencez à le comprendre. La concentration ici en complexe divisée par la concentration en NH3 au carré. Donc ici, on a encore la convention de tracé, ça vaut 0,1. Et ça, bah, c'est le facteur que l'on souhaite regarder. On obtient ceci comme équation. Un potentiel standard d'oxydoréduction que l'on ne connaît pas, moins 0,06, plus 0,12 pH. On obtient donc la même pente. Et c'est bien logique parce que vous voyez que les pentes entre AC et C et D sont les mêmes puisque les deux droites sont parallèles. Enfin, la pente entre B et C, donc a priori elle est négative, hein, ça se voit sur le graphique, et ben on va vérifier. On écrit donc les deux espèces, B et C, la demi-équation redox entre l'espèce B et C qui est celle-ci. En appliquant la relation Nernst, on trouve donc un potentiel standard d'oxydoréduction, moins 0,12 P de NH3. Et donc on a bien une pente négative de moins 0,12, et donc c'est vérifié là-dessus. On a bien pensé ici, on simplifie Cu2+, et CuNH3 2 fois plus, les deux concentrations sont rigoureusement égales lorsque l'on est à la frontière. La frontière, donc on a autant de B que de C. La séparation entre B et D, ça vous devez savoir le faire depuis le cours précédent, hein. C'est juste une demi-équation d'oxydoréduction, tout ce qu'il y a de plus classique. Le potentiel de Nernst, c'est le potentiel standard d'oxydoréduction, moins 0,03. Voilà. Donc on va pas le calculer parce qu'on vous l'a pas donné, mais ça se calcule très facilement. Et la frontière donc entre A et B, ici, ben, c'est une réaction de complexation toute bête, Cu2+, plus 4 fois le ligand, CuNH3 4 fois de plus. Vous devez reconnaître immédiatement que la constante thermodynamique associée, le K0 ici c'est bêta 4. Bêta 4 vous savez l'écrire normalement. À la frontière, pile ici sur cette frontière, les concentrations en complexe et Cu2+, sont les mêmes, et donc on retrouve 1 sur NH3, donc P de NH3 c'est le log de bêta 4. Donc ici on est au log de bêta 4, donc vous voyez que le log de bêta 4 est à peu près à 3, 3,5. En fait, c'est comme un EPH, mais on ne regarde pas la dépendance du potentiel en fonction de la concentration en ion H3+, mais la dépendance en fonction du ligand. Et un H3 ici. Eh bien, exactement. Une petite remarque, le degré d'oxydation plus 1 du cuivre est instable. Il se dismute et n'apparaît pas sur le diagramme potentiel pH du cuivre, mais il est stabilisé en présence d'ammoniac puisque l'espèce CuNH3 2 fois plus est stable. Elle est constituée de cuivre au degré d'oxydation plus 1. Donc le cuivre au degré d'oxydation plus 1 n'existera pas en solution, sauf au sein de complexes. La complexation peut stabiliser donc l'élément cuivre au degré d'oxydation plus 1. Haben Sie verstanden, Amela?
Voilà, avant de terminer ce cours, je vous ai parlé régulièrement de conventions de tracé, donc on précise une certaine concentration, 0,1 mol par litre, 0,1 millimol par litre, ainsi de suite. Est-ce que ça a vraiment une influence? Alors l'influence, oui, elle existe, elle est minime, mais elle peut être présente. Donc ici, on va voir donc l'influence de la concentration sur le diagramme potentiel pH du fer. Ici, vous avez le diagramme potentiel pH du fer à une concentration de 10 puissance moins 6 mol par litre, et donc vous allez voir sa modification lorsque l'on va faire varier les concentrations. Ici, on passe à 10-4 mol par litre, 10-2 mol par litre et enfin 1 mol par litre. Donc vous regardez bien, la variation de concentration fait varier énormément ici les deux frontières entre les solides et les ions Fe2+ et Fe3+. Et c'est normal, si vous essayez de faire un peu le calcul, vous allez voir, vous allez avoir ici dans la racine carrée la concentration en ion Fe2+ qui va intervenir et pour ici dans la racine cubique la concentration en ion Fe3+ qui va intervenir. Et si vous regardez bien ici on a également donc la frontière entre Fe et Fe2+ qui va avoir une variation lorsque l'on change la concentration. Donc voilà ici 10 puissance moins 6 mol par litre, moins 4 mol par litre, moins 2 mol par litre, moins 0 mol par litre. Vous avez donc 4 diagrammes, a priori quasiment les mêmes, mais les valeurs sont pas exactement les mêmes. Un autre exemple sur le diagramme potentiel pH du chlore. Si le diagramme potentiel pH du chlore a une concentration de 10 puissance moins 4 mol par litre, le dichlore n'apparaît même pas sur ce graphique, normalement il est par ici. Par contre, si on augmente la concentration, 10-2, on voit le dichlore apparaître, 1 mol par litre, on voit le dichlore apparaître, et 10 mol par litre, le dichlore même stable presque jusqu'à un pH de 4 et quelques. Voilà, donc ici, ça ne change strictement rien, et c'est presque normal. On a juste un pH, on a toujours le même pH qui va séparer l'espèce acide de l'espèce basique. Par contre, c'est ici, là, si vous regardez bien cette portion là qui varie, là on est à 1, entre 1,3 et 1,4. Ici, on arrive à presque 1,5 jusqu'à 1,5. Donc le chlore n'est absolument pas stable. Le dichlore n'est absolument pas stable à une concentration de 10 puissance moins 4 mol par litre parce que c'est diffuse instantanément. Par contre, on peut le stabiliser. À une concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre, il peut être stable jusqu'à un pH de environ 1,75. 1 mol par litre, allez, 3,5 et 10 mol par litre, le dichlore peut être stable jusqu'à un pH de 4 et quelques à peu près. Voilà l'influence donc de la concentration sur les diagrammes potentiels pH. Allez, salut les jeunes, et faites bien vos TD. Tiens, d'ailleurs, moi je vais m'y mettre, hein. Wenn Sie verstanden, Herr Müller?